Давай, я говорю, пошел! Все, так, бери, не останавливайся, говорю! Все. Вперед. Vas-y, dépêche. Cours, cours, cours. Bonjour à tous, nous avons la joie de recevoir ici un habitué d'Omerta, Paul Antoine. Merci beaucoup Paul d'être venu. Vous êtes un spécialiste reconnu des Balkans et vous contribuez notamment à l'excellent site balkanactu.fr avec un tiret entre Balkans et Actu au singulier et qui est un nouveau site d'information sur les Balkans. Voilà, avec lequel nous travaillons à Omerta. Et donc je suis très content de vous accueillir pour faire un petit point d'actualité, puisque l'actualité est assez chaude. Alors nous sommes en pleine motion de censure, donc la France a un peu le regard tourné sur son nombril, mais l'Europe continue, elle, à tourner. Et il se passe des choses assez graves au Kosovo, puisqu'il y a eu un attentat contre un canal qui relie deux rivières importantes du Kosovo. Le Kosovo, c'est une plaine entourée de montagnes, et la question de l'eau est très, très importante au Kosovo. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qui s'est passé là-bas? Bien sûr, merci pour l'invitation. Toujours un plaisir d'être là. Alors, comme vous l'avez rappelé, le Kosovo est une plaine et en fait, une grosse partie de l'eau au Kosovo est gardée dans un lac qu'on appelle le lac de Gazivodé et qui est au nord. Le Kosovo, toute la partie nord du Kosovo est majoritairement peuplée de Serbes. Il faut rappeler qu'aux Serbes, il y a une certaine guerre de population entre les Serbes et les Albanais, les Serbes étant donc majoritairement au nord, et du coup c'est eux qui contrôlent in fine l'eau au Kosovo. Et donc en fait ce lac qui est d'une importance stratégique, et comme vous l'avez rappelé, l'eau est une question stratégique, pas qu'au Kosovo, c'est une question stratégique en Chine par exemple, dans plein d'autres régions, en Afrique aussi évidemment, donc c'est pas qu'au Kosovo. Ce lac en fait a deux rivières qui partent, notamment la principale qui est la rivière Ibar, et qui alimente ensuite en eau tout le reste du Kosovo, et donc la partie serbe évidemment, mais la partie albanaise. Vendredi dernier, il y a eu un acte de terrorisme, c'est comme ça qu'on appelle, où le canal a été saboté, il a été piégé, il y a eu une explosion visiblement pas si importante que ça, les dégâts sont quasiment réparés, donc on ne parle pas d'un attentat très important, mais qui du coup a permis aux autorités autoproclamées de Pristina et le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, d'accuser la Serbie, d'accuser les Russes et d'accuser Wagner, évidemment, mais ça c'est un peu facile, maintenant on accuse Wagner à toutes les sauces, hein. Hier la motion de censure ça doit sûrement être Wagner j'imagine, de toute façon dès qu'il y a quelque chose qui déplaît c'est Wagner, donc d'accuser la Serbie, les Russes et Wagner d'être derrière ça. Bon, pour le moment évidemment il n'y a aucune preuve, comme toujours, hein. De toute façon c'est toujours comme ça, on accuse, on ne fait pas de preuves, les Albanais ont fait des fouilles systématique dans les villages et dans les villes du nord du Kosovo, encore une fois majorité serbe. Ils ont récupéré beaucoup de matériel, finalement, alors beaucoup de matériel en termes d'uniformes, très peu d'armes, ce qui est surprenant parce que quand on prépare une guerre civile ou un acte de terrorisme comme les Albanais accusent des Serbes, c'est des armes que vous accumulez, ce n'est pas des uniformes. Le but du terrorisme, c'est justement de ne pas avoir d'uniforme. Les talibans n'avaient pas d'uniforme, donc c'est assez surprenant. Dans les uniformes qui ont été pris en photo par la police spéciale du Kosovo, il y a aussi des uniformes avec l'emblème de l'UÇK, qui est un groupe terroriste albanais. Donc ça sent un peu la manipulation mal préparée qui vient.
Et il y a un journaliste célèbre au Kosovo, un journaliste d'origine serbe, de la minorité serbe, qui a été arrêté. Voilà, c'est ça. Alors, du coup, derrière ça, Albin Kurti, très malin, continue sa politique d'apartheid légale, c'est-à-dire que il veut maintenant, il met en place des lois pour légalement que les Serbes aient le moins de pouvoir possible au Kosovo. Il met une pression policière, une pression militaire très importante. Et donc l'attentat a eu lieu le vendredi fin d'après-midi, début de soirée, samedi matin. Donc c'est quand même assez rapide. Vous aviez un journaliste très en vue au Kosovo, qui est le directeur et le propriétaire du portail en ligne Kosovo Online, qui est le seul portail à donner des informations en serbe, mais surtout en anglais et en albanais. Et c'est ce qui gêne énormément Albin Kurti et les radicaux de son gouvernement, c'est que ce portail parle à des Albanais, parce qu'il y a beaucoup d'Albanais qui voient bien qu'il y a des problèmes au Kosovo et qui veulent entendre un peu l'autre point de vue. Donc ce portail leur parle, et surtout en anglais. Donc ça permet à des journalistes comme le site dont vous avez parlé, dont je suis contributeur, mais il y a toute une équipe derrière, Balkan Actu, vous, Omerta, plein d'autres médias indépendants, d'avoir des informations de première main qui viennent du Kosovo et qui passent pas, entre guillemets, je dirais, sous la censure d'autres médias traditionnels, France 24 ou autres, pour ne pas les nommer. Et il a été arrêté samedi matin, 2 véhicules blindés, des hommes lourdement armés, en tenue de combat, etc., pour arrêter un journaliste. Bon, voilà. Et il a été emmené dans un premier poste de police à Leposavić, qui est une petite enclave serbe. Ensuite, au nord du Kosovo, à Mitrovica, qui est une ville majoritairement serbe aussi. Et c'était lundi matin. Lundi matin, il a été replacé en garde à vue, et surtout son avocat a su qu'en fait les charges qui étaient contre lui étaient terrorisme pour avoir mis une bombe sur ce canal. Je vois mal un journaliste faire ça, et surtout ce journaliste qui est journaliste depuis des années, qui fait un travail rigoureux, indépendant. Donc il n'est pas du tout à la solde de Belgrade ou à la solde de Pristina ou d'une autre puissance. Je ne le vois pas du tout faire ça. Donc c'est clairement pas sérieux. Mais alors avec ces agressions répétées contre la minorité serbe, est-ce que le gouvernement de Kurti n'essaye pas de camoufler sa propre inaction et le fait que le Kosovo soit un État qui reste quand même grandement miné par la corruption, le blanchiment? Bien sûr. Alors, il y a deux choses. Le gouvernement de Kurti veut vraiment expulser les Serbes du Kosovo, détruire l'héritage chrétien serbe du Kosovo. Les monastères. Faut rappeler qu'il y a 4 monastères serbes placés au patrimoine mondial de l'UNESCO et sur la liste des monastères en danger qui sont au Kosovo. Donc ça, c'est vraiment le but affiché d'Albin Kurti, de créer au Kosovo un état d'apartheid légal contre les Serbes. Ça, il est en train de le mettre en place. Je termine là-dessus, mais par exemple, dans la ville de Mitrovica, vous avez donc depuis samedi matin, suite à cet attentat, vous avez des policiers en fusil d'assaut, gilets de combat à casque, qui sont à tous les carrefours de la ville et qui sont notamment devant les écoles, les universités, enfin l'université et devant, par exemple, les garderies, etc. Vous imaginez quand vous emmenez votre enfant à la garderie et que vous avez 3 hommes en fusil d'assaut, ça fait un peu peur, ça ne vous donne pas envie de rester au Kosovo. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, et là vous avez raison, là je vous rejoins, c'est qu'il y a des élections qui approchent au Kosovo, des élections législatives, et globalement le bilan de Kurti n'est pas si bon que ça. Kurti avait vraiment été élu sur une vague pour enlever un peu tous les anciens chefs de guerre de l'UÇK qui s'étaient battus pour l'indépendance, qui étaient très corrompus. Et Kurti avait été élu sur un programme anti-corruption. Et ça, c'est vrai, il est clairement contre la corruption. Il a beaucoup combattu la corruption au Kosovo. Ça, il faut le reconnaître, il faut mettre ça à son crédit. Mais sur le point de vue économique, rien. Il n'a pas su créer d'opportunités économiques. Il n'a pas su faire venir des investisseurs. Et même d'un point de vue international, il n'a rien fait pour renforcer l'indépendance du Kosovo. Et à l'inverse, il y a même des États qui ont déreconnu le Kosovo. Donc c'est plutôt un échec, et je suis assez d'accord avec vous, c'est aussi un moyen pour Kurti. Vous savez, c'est simple, quand votre politique n'avance pas, vous dites que c'est de la faute de l'autre, et là, c'est tout trouvé, c'est de la faute des Serbes. Alors comment réagissent les Serbes, justement? Comment réagit l'État serbe, la Serbie, de Vučić? Pour le moment, le gouvernement de Vučić, qui est d'ailleurs
un peu plus stable que le gouvernement de Kurti, avec une base plus de députés plus solide, une coalition solide. Donc c'est aussi ça qu'il faut voir, et ça c'est plus simple pour Vučić. Il réagit en appelant à la paix. Le gouvernement de Vučić ne veut surtout pas d'escalade armée, surtout pas de tension. La Serbie, pour le moment, c'est le prochain pays qui va organiser l'Expo universelle. Donc pour eux, c'est très très important que la Serbie soit un pays en paix, où il n'y a aucun débordement et où il n'y a aucune tension militaire. Donc ils ne répondent pas aux provocations. Donc ils ne répondent surtout pas aux provocations. Il y a eu plusieurs communiqués de presse de Vučić, de certains ministres, du ministre des Affaires étrangères et d'autres ministres, rappelant que la Serbie, évidemment, n'était pas responsable de ça. Bon, bah ça, on verra plus tard. Mais surtout, n'allant pas dans les escalades. Ils n'ont pas envoyé l'armée serbe à la ligne administrative, sur la frontière. Enfin, sur la frontière. Ils ont appelé les communautés serbes au Kosovo à rester neutres et à rester pacifiques et à rester calmes. Pour le moment, vous avez la partie albanaise qui est plutôt dans la tension, dans l'augmentation de la tension, et la partie serbe qui fait tout pour réduire la tension justement. Alors comment les Serbes ont réagi à l'élection de Donald Trump, comment la région a réagi? On connaît aussi l'axe qui se structure entre la Serbie et la Hongrie de Viktor Orban. On sait aussi que la Serbie a toujours un œil sur les affaires roumaines. Les deux peuples sont très proches, et on sait que dimanche prochain par rapport au moment où nous enregistrons cette émission, il y aura probablement un président nationaliste en Roumanie. Que se passe-t-il aux yeux des Serbes, et comment est-ce qu'ils réagissent à l'élection de Donald Trump et à ces petits changements géopolitiques prévisibles? J'irais même un tout petit peu plus loin que vous. Je dirais qu'il y a un axe que Vučić a construit, qui est l'axe Vučić, Orban, Fico. Oui, il ne faut pas oublier la Slovaquie. Voilà, et qui est très intéressant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme vous l'avez rappelé, en Roumanie, on va voir ce que les élections donnent. Elles ne sont jamais faites avant qu'on vote, mais en tout cas, au second tour... Les sondages sont très favorables à Georgescu. Voilà, et c'est un candidat, rappelons-le, qui a dit qu'il était fan de Trump. Ce n'est pas mon point de vue, je cite ce qu'il a dit. Donc effectivement, ça pourrait changer la donne. Autrefois, on avait cet axe Visegrad qui allait de la Pologne à la Hongrie, et là on va peut-être avoir un retournement avec un axe plutôt vers les Balkans. Alors je suis moins un spécialiste de l'Europe centrale, mais de ce que je vois, le problème entre guillemets de la Pologne, c'est qu'à être trop pro-russe et à trop soutenir trop pro-ukrainien, pardon, et à trop soutenir l'Ukraine dans la guerre en Russie, ils vont être à contre-pied de Trump, qui lui, pour le moment, dit vouloir arrêter la guerre en Ukraine. Donc je pense effectivement qu'il peut y avoir un décalage, et il ne faut pas oublier que l'Union européenne étant ce qu'elle est, et ayant été quand même assez anti-Trump, aujourd'hui, le seul chef d'État de l'Union européenne qui peut parler à la Russie, à Vladimir Poutine, et qui peut parler à Donald Trump, c'est Viktor Orban. Voilà, le chef de gouvernement. Voilà, et ça, Aleksandar Vučić, le président serbe, a été très malin, parce que ça fait des années qu'il construit une relation avec la Hongrie, et pas plus tard relation politique et relation personnelle. Une relation politique et personnelle, ils s'entendent très bien. Et pas plus tard qu'il y a 3 semaines, il y avait un sommet, d'un mini-sommet entre la Serbie et la Hongrie qui était à Budapest, et Viktor Orban a dit ce n'est pas la Serbie qui a besoin de l'Union européenne, parce que la Serbie veut rentrer dans l'Union européenne, ce n'est pas la Serbie qui a besoin de l'Union européenne, c'est l'Union européenne qui a besoin de la Serbie. Donc, comme vous l'avez rappelé, le paradigme est un peu en train de changer, et la Serbie, qui était dans une position assez instable avant, peut retourner les cartes. Et il faut aussi rappeler que Vučić, alors c'est un peu plus anecdotique pour nous maintenant, comme vous l'avez rappelé, la France a voté la censure hier, encore une fois, maintenant où nous enregistrons l'émission, et la place d'Emmanuel Macron est compliquée, mais Aleksandar Vučić a lié des très bons liens avec le président français, Emmanuel Macron. Donc il a posé des billes un peu partout en Europe, en créant, comme vous l'avez rappelé, une relation personnelle avec certains chefs d'État, et des relations historiques, diplomatiques, culturelles, économiques, qui font que la place de la Serbie, demain, ne sera pas celle qui était hier. Même si une possible cessation des hostilités en Ukraine permettrait
à la Serbie de renouer un peu plus avec la Russie, dont elle est coupée aujourd'hui par la situation. C'est ça, et pour revenir à la question précédente, la Serbie aujourd'hui aussi, vous me demandiez la réaction des autorités serbes par rapport aux autorités albanaises au Kosovo. Les Serbes n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait une escalade de violence, parce que s'il y a, ça n'arrivera pas, mais s'il y a une guerre dans les semaines qui viennent au Kosovo, la Serbie sera seule. Les Russes ne peuvent pas les aider, il y aura un soutien diplomatique de la Russie, mais pas plus. Les Russes sont en Ukraine et en Syrie. La Chine, pareil, soutien diplomatique, ça n'ira pas plus loin, alors que les États-Unis ont encore comme président Biden. Donc, et que la France elle-même se cherche un gouvernement voilà, stable. C'est ça, et que la France, là, dans les mois qui viennent, va être extrêmement instable. Donc, clairement, la Serbie se focalise sur l'économie, se focalise sur montrer une meilleure image d'elle-même, sur faire des innovations technologiques, économiques, et sur montrer la stabilité, surtout. Et c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent être la stabilité dans les Balkans. Bah écoutez, Paul-Antoine, merci beaucoup pour ce tour d'horizon qui, je pense, aura intéressé ceux qui auront visionné cette émission. Merci pour vos éclairages, et donc on peut retrouver régulièrement vos analyses sur balkan-actu au singulier.fr. Merci à vous pour l'invitation. Merci Paul.